Donc j'ai donné ce document-là qui vient compléter celui que j'avais donné. C'est la partie investissement. Je viens préciser quand même la partie juridique, parce que je crois que la partie juridique, j'en ai parlé juste de manière théorique, sans pour autant que vous ayez des écrits. Alors, entreprise en création, là je commente juste, c'est un document de travail pour les groupes. Plan des ressources matérielles, faisabilité technique, présentation du produit et du process et de fabrication. Chacun d'entre vous a un process de fabrication de son produit. Donc là, vous allez parler du process. C'est important, je reviendrai là-dessus, le process. Le choix d'une technologie n'est pas indifférent par rapport à la faisabilité. Quand vous choisissez une technologie, vous devez tenir compte de l'environnement dans lequel vous êtes. Ce que je dis là, ça a l'air simple, mais il arrive souvent que les gens se plantent. Une société parmi les opérateurs de téléphonie s'est trompée de technologie. Ça a coûté 16 millions de dollars et c'est nous qui avons payé. C'est leurs erreurs, mais c'est nous qui avons payé. Ils se trompent de technologie, mais ça se traduit par une non-qualité de la relation, de la communication téléphonique. Et en plus, puisque c'est une erreur, il faut mettre au rebut et réinvestir. Malheureusement, nous n'avons pas des structures de contrôle qui peuvent être alertes et donc, en fait, corriger la chose. Mais le choix d'une technologie doit tenir compte d'un environnement. Vous ne pouvez pas avoir un environnement où il y a de la poussière et ne pas en tenir compte dans le choix des équipements. L'électronique est difficilement compatible avec la poussière. Il y a nécessairement un système de protection que vous devez mettre. Quand vous choisissez une technologie aussi, pensez souvent à l'impact sur les coûts d'exploitation. Nous sommes dans des environnements, aujourd'hui on a moins de délestage, mais la qualité de l'électricité n'est pas là. Si vous avez des appareils de mesure chez vous, quelque part là où on vous a promis 220, c'est 240. Si vous êtes en début de réseau, c'est parfois 280, ça peut faire sauter vos appareils. Ailleurs, ça fait moins que 220. Et donc ça, d'abord, il y a une qualité de l'électricité. Mais il y a un coût de l'électricité. Souvent aussi, ça vient vous pénaliser. Surtout quand vous avez une activité qui est fortement consommatrice d'énergie. Donc je crois que c'est des choses dont il faut tenir compte. Mais choisir une technologie aussi, c'est les ressources humaines. Est-ce que j'ai le profil des ressources humaines? Est-ce que quand on commence une entreprise, on peut se permettre le luxe d'avoir un personnel expatrié? A priori, c'est quand même quelque chose d'assez risqué qui vient vous pénaliser. Donc le choix d'une technologie, d'un process, a nécessairement un impact sur la vie de votre projet. Donc je crois qu'il est fondamental de décrire votre process pour justement tenir compte de ça. L'entreprise, c'est une démarche, une quête d'harmonie. Quand vous allez être ensemble, ingénieurs, électromécaniciens, juristes, financiers, c'est une démarche multidisciplinaire. Chacun apporte son savoir. Et je crois qu'il est fondamental à ce niveau-là que la synergie existe. Ensuite, évidemment, là, c'est simplement, vous avez commencé déjà à le faire. De quels équipements, quelle quantité, prix unitaire, prix total. Je crois que là, c'est juste un cadre. Le tableau d'estimation des besoins en intrants ou consommation intermédiaire. Vous savez que vous utilisez une matière première. Quelque part, nos amis vont ramasser des feuilles. Ils sont peut-être les plus chanceux. Ça ne coûte que l'effort de ramasser. Mais s'ils s'adressent peut-être à une activité de production de riz, la balle de riz, on risque de vous la vendre. Donc, là, il y a toutes les consommations intermédiaires. Vous allez peut-être consommer du carburant, vous allez peut-être ceci ou cela, vous allez peut-être consommer de l'électricité.
Donc, il y a un ensemble d'intrants. On vous demande juste de les représenter ici. Ensuite, besoin en mobilier et matériel de bureau. Bon, il y a quand même un cadre de travail. Et ce cadre de travail, il faut l'équiper. Je crois que là aussi, c'est des choses que vous pouvez comprendre. Bon, personnel requis, il faut évidemment ressources humaines, dimension organisationnelle. Hier, j'ai insisté. C'est l'élément le plus délicat quand on démarre une entreprise. On a très peu de moyens. Il est difficile à ce niveau-là d'avoir une organisation d'une grande entreprise. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire directeur général, directeur administratif et financier, directeur juridique, directeur marketing. Vous n'en avez pas les moyens. Vous êtes un homme ou une femme orchestre. Vous êtes directeur général, vous êtes comptable, vous êtes directeur administratif et financier et parfois vous allez vous surprendre en train de balayer les locaux parce que c'est sale. L'entrepreneuriat, c'est faire pour soi-même ce que peut-être ailleurs des employés font pour leur patron. Et c'est ça qui est difficile. Vous devez répondre à l'ensemble des exigences et parfois il y a plusieurs urgences qui se présentent. Et il est difficile d'être au rendez-vous. C'est pourquoi, dans certains cas, on recommande une association, mais association, c'est un problème. Ñaari gumba yu ànd di saraxu buñ ci saraxee ku nekk ñaar dërëm du ñu xulo juróomi dërëm bokk leen du ñu xulo 100 francs peut-être du ñu xulo waaye jox leen ñaari junne ni bokk leen kii ni man la ko sarax man la ko jox kii maag moom tijaan nañu moo tax mu jox ma kii ni maam moom ñoo bokk Touba moo tax mu jox ma ko. Dès que, comme disait quelque part Idriss Seck, quand les grands bandits se partagent le butin, c'est là l'heure du conflit. Et c'est assez difficile. Vous avez un père, un frère, une sœur, même père, même mère. Si vous partagez une entreprise, eh bien, vous allez découvrir chacun les défauts de l'autre. Donc, l'associé en entreprise, ce n'est pas un parent, ce n'est pas un ami. Pourquoi? Nous l'avons vécu de manière très pratique avec la première génération de maîtrisards qu'on avait encadrés avec ce qu'on appelait la SONAGA, Société nationale de garantie. Ces fameux transporteurs, ces fameux boulangers, et même certains avaient été dans l'imprimerie, d'autres dans l'aviculture. Dans une entreprise, si tout le monde est actionnaire, ici, là, vous êtes tous actionnaires. Donc chacun a droit aux bénéfices. Mais personne n'est le patron de l'autre. Qui va veiller sur le respect de l'heure? Monsieur Diop est venu en retard aujourd'hui. Qui va lui dire, Monsieur Diop demande d'explication. Vous avez les mêmes droits. Et s'il se trouve en plus qu'il en sait plus que tous les autres, on est obligé de le ménager et d'accepter ses travers. L'humaner la vie def. Donc voilà une entreprise où en général tout s'arbitre au détriment de l'entreprise parce que chacun veut exercer ses droits et ne se donne pas d'obligation. Quand il faut fixer le salaire, quel salaire vous allez demander par mois? Comment? Ça dépendra. D'accord, on vous donne 20 000 par mois, c'est bon. Pour contribuer à l'effort commun, c'est bien, non? Vous acceptez? Pourquoi pas? Si c'est? D'accord. Mais si on donne à M. Diop parce qu'il s'y connaît mieux 200 000 et vous 20 000, comment on fait? Vous acceptez quand même? Donc comment est-ce qu'on va fixer les salaires? Donc vous voyez la difficulté. Donc quand vous parlez d'associés, prenez le soin d'anticiper sur les zones de conflit et trouver des règles
pour les arbitrer. Ou alors, trouver un tiers arbitre qui, quand vous êtes dans ces situations-là, va vous aider. C'est des choses que vous allez vivre nécessairement si vous êtes en association. Et il est fondamental à ce niveau-là, le côté ressources humaines, de le gérer. Et surtout, votre génération. Moi, je vois beaucoup de jeunes gens, quand ils démarrent, ils s'entendent à merveille, mais dès que les fruits commencent à tomber, il y a un problème. Et vous êtes dans des générations où les gens sont très peu bloqués par la morale ou l'éthique. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, il faut être averti. Maintenant, puisque vous êtes le seul homme ou la seule femme orchestre, il faut évidemment quand même utiliser toutes les possibilités offertes par l'environnement. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs programmes d'appui à l'employabilité des jeunes. Donc, si vous recrutez des jeunes gens, et ces programmes-là peuvent prendre tout ou partie de leur salaire. Dans certains cas, ça peut même la totalité du salaire pendant 1 an. Vous ne commencez à participer qu'à partir de la 2e année. Mieux encore, ils ont introduit donc une alternative qui est assez intéressante. C'est qu'admettons, vous avez par exemple, décidé de vous intervenez dans la pisciculture. Il faudrait quand même que vos technico-commerciaux qui vont vendre vos aliments connaissent la réalité de la pisciculture. Si vous voulez faire former votre personnel, on vous dit, allez voir une institution qui peut former, allez voir un consultant qui peut former. Nous acceptons, si vous amenez 20%, de vous subventionner pour 80%. Je pense que c'est des alternatives qui sont assez intéressantes. Je sais que le PSEJ, d'ailleurs, l'ANPEJ a aussi une variante comme ça, mais je ne connais plus les détails, mais aussi sur l'employabilité. Ou en tout cas, ils vous soutiennent à donc donner un premier emploi à un jeune homme ou à une jeune fille. Donc je crois que ça, c'est des moyens du bord. Je vous ai parlé aussi des 3 FPT. La Fondation pour la formation professionnelle et technique. Ils étaient du côté du Rond de l'Œuf, au point E. Maintenant, ils sont en train de déménager cité Kër-Gorgui. Je ne sais pas où, mais quelque part par là. Donc, prenez le micro. Société d'intérim, nous dit Seydou Nourou. Qui va payer? N'oubliez pas que votre problème, c'est que vous n'avez pas d'argent. En fait, il parle de société d'intérim. Qu'est-ce qu'une société d'intérim? Ça veut dire quoi? En fait, c'est une société qui offre à des sociétés qui veulent recruter de personnel, mais pas un personnel qui est permanent à l'entreprise. Mais là, il propose des pourcentages de paiement, de rémunération. Parfois, on peut dire, on peut rémunérer le personnel à 30%, à 70%. Nous, on prend le 30%. Ou bien, Ok, je n'ai pas compris. Qui prend 30%, qui prend 70%? La société d'intérim. Elle va payer pour vous combien? Elle va prendre 30%. Elle va prendre une commission de 30%, sur les 100% que vous payez. Oui. La société d'intérim vous dit, j'ai donc un portefeuille de gens qui recherchent du travail. Je vous ouvre mon portefeuille, je recrute pour vous et je le place. C'est mon employé, mais c'est vous qui me payez. Je me rémunère et je le rémunère. Est-ce que vous avez les moyens de faire ça? Oui, en général, c'est les grandes entreprises qui le font. Parce que les grandes entreprises ne veulent pas s'embarrasser
donc de formalités, d'emploi, de cotisation, de ceci et cela. Il y a d'ailleurs, de manière honteuse, quelques grandes sociétés de la place qui le font et qui le font de manière exagérée. Je crois que l'État devrait réagir quand même. Souvent, dans le secteur des télécoms, dans le secteur de la banque, dans le secteur de l'énergie, on prend des jeunes gens, moi j'en ai souvent reçu, et qui ont fait de belles études, Bac plus 5. On vous recrute, on dit que vous êtes stagiaire. Vous faites un stage de 5 mois, on arrête 1 mois, on vous reprend, 5 mois, on arrête. Et vous y êtes, à un certain moment, vous avez fait 2 ans dans la boîte. Parfois, ils occupent même des fonctions stratégiques et ils ne sont pas employés. Je crois que là, c'est quand même préoccupant. Donc, il y a certaines de ces sociétés, je ne veux pas les nommer, mais qui souvent ont recours justement à choses. Hein? Comment? Il y a aussi des sous-traitants. Sous-traitant, mais c'est que sous-traitant, il faut avoir de l'argent pour avoir recours à ces services. Il faut vous mettre dans la peau de celui qui vient créer son entreprise. On vous dit déjà, si vous êtes une SARL, il faut au moins 100 000 francs. Est-ce que vous avez 100 000 francs d'économie? Il faut les trouver. Maintenant, quand vous les trouvez, on vous dit que ça ne suffit pas. Il faut au moins un local où on vous trouve. Dans ce local, il faut mettre un ordinateur, il faut mettre une table. Et puis, il faut payer l'électricité. Si vous devez payer un loyer, il faut déposer une caution de 2 mois. Un loyer d'1 mois d'avance. L'électricité, il faut une caution. L'eau, la même chose. Bon, le téléphone fixe, on peut peut-être s'en passer. Sauf si on veut avoir certaines formes d'accès à l'Internet. Vous voyez que déjà, rien que vous installer, ça va vous coûter facilement 1 500 000, 2 millions. Vous ne les avez pas. Est-ce que vous allez maintenant parler de sous-traitance ou ceci ou cela? Oui, je veux bien, pour ceux qui sont dans les prestations de services intellectuels, vous pouvez avoir des gens, soit ils sont étudiants comme vous, soit d'ailleurs ils sont employés quelque part. Ils viennent de faire des prestations de services chez vous pendant le week-end, mais vous ne payez pas à leur prix. Bon, je crois que quand on est petit, on est obligé d'être intelligent. Et donc, à ce niveau-là, il faudra souvent. Maintenant aussi, il y a ce qui se fait souvent. Nous, on le faisait. Offrir un espace où on regroupe des jeunes gens, c'est-à-dire des espaces free working, co-working, et donc à la limite, bon, chacun peut-être paye 5 000 francs par jour. On peut avoir un petit coin sandwich, il y a l'Internet, bon, on peut échanger. Je pense que de ce point de vue-là aussi, c'est des choses qu'il est souhaitable de faire et qu'il est même permis de faire. Donc, mais à ce niveau-là, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, c'est un grand banquier juif qui me l'avait dit. Le premier argent gagné, c'est celui qu'on n'a pas dépensé. Et j'ai eu un client aussi qui était banquier, qui m'a répété ça souvent. Mais quand vous devez dépenser de l'argent en tant qu'entrepreneur, dites-vous, est-ce que je peux m'abstenir de dépenser? Est-ce que je peux dépenser moins? Je crois que ça. Vous allez apprendre à être pingre, à être avare. Youssou Ndour dit naï. Oui, Madame la Présidente. Est-ce qu'on vous donne la parole? Vous êtes arrivée en retard, Madame la Présidente, quand même. Hein? Non, non. Là, c'est toujours le problème des ressources humaines. Je crois qu'à ce niveau-là, je vous fais juste la suggestion d'essayer autant que possible de bien gérer ce paramètre. Il y a aussi des associations auxquelles vous pouvez appartenir et qui ont un service aux membres.
et qui en général ont des subventions d'ONG, de bailleurs de fonds et tout ça. Moi, je sais que je peux vous donner une liste. J'ai connu pas mal de jeunes gens. Ils ont besoin d'une assistance comptable. Ben, l'institution peut leur dire, pendant 1 an, c'est gratuit, c'est nous qui payons. Vous choisissez un expert comptable, mais c'est nous qui payons. Ils ont besoin d'une assistance marketing. Donc, il y a pas mal d'associations de cette nature-là. Vous êtes membre, évidemment, vous devez cotiser, mais je crois que ça ne va pas chercher loin. Peut-être que je peux chercher appeler mon bureau pour dire, de me donner une liste de ces institutions-là. Vous pouvez vous retrouver avec l'appui de ces institutions, peut-être avec une assistance globale sur l'ensemble des fonctions de votre entreprise, gratuite pendant 1 an. Ou alors, vous payez peut-être 5%. Donc, je pense que c'est des choses aussi, il faut vous interroger là-dessus. L'État aussi a, au niveau des chambres de commerce, chambres de métier, des centres de gestion agréés, où on vous demande, moi j'ai un programme avec un centre de gestion agréé, toutes les entreprises que je suis cotisent 95 000, c'est l'entreprise qui s'occupe des aspects juridiques, qui les conseille chaque fois qu'ils doivent signer un contrat. Donc vous devez signer un contrat de bail, on vous assiste. Vous devez signer un contrat de crédit avec une banque, on vous assiste. Vous devez embaucher quelqu'un, il y a un contrat de travail, on vous assiste. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il vous apporte l'assistance juridique, l'assistance fiscale, l'assistance comptable. Maintenant, il y a des aspects qui ne prennent pas en charge, comme l'aspect stratégie, comme l'aspect marketing. Là, si vous êtes membre d'une organisation qui offre ces services-là, vous voyez que vous n'êtes pas loin du tout gratuit, là. Donc je crois que de ce point de vue-là, il ne faut pas rester dans votre coin, il faut essayer autant que possible de vous renseigner. Je vous ai toujours dit que le réseau d'information, le réseau relationnel, c'est quelque chose de fondamental. D'accord? Assistance technique ou de gestion souhaitée, bon, ça j'en ai parlé. La dimension organisationnelle, bon, la dimension organisationnelle dans une entreprise qui démarre, elle est très pauvre. Quand on parle d'organisation, on parle d'organigramme. Ça veut dire comment va être structurée l'entreprise. Vous savez qu'une entreprise pose des actes. Il y a des actes l'entreprise, c'est un tableau avec plusieurs entrées. Il y a une entrée stratégie. Cette entrée stratégie est corollaire de l'entrée organisation. De l'élément information et de l'élément décision, prise de décision. En principe, la stratégie est le rôle du manager. Mais ici, puisque vous êtes manager et aussi vous utilisez les autres fonctions, c'est à vous d'assurer ces fonctions-là. C'est vous qui devez organiser, c'est vous qui devez gérer le système d'information, c'est vous qui devez prendre la décision. Alors, l'entreprise devient un ensemble donc d'actions qu'il faut asseoir sur des moyens. Dans une entreprise, il y a des actions communes. On achète pour produire et vendre. Et pour cela, on a besoin de moyens. Premier moyen humain, des moyens financiers et des moyens logistiques qui sont des équipements. Quand vous avez ce tableau-là, vous avez l'ensemble des disciplines du management qui sont représentées.
Si vous partez d'ici, une entreprise a nécessairement une stratégie d'achat, elle a une stratégie de financement, elle a une stratégie d'investissement dans ses équipements. Une entreprise a nécessairement aussi une stratégie donc, de gestion de ses ressources humaines. Et une entreprise a toujours une stratégie marketing. Une entreprise a une stratégie de production. Mais ce tableau-là peut dire aussi, les achats, on les organise. Les hommes, on les organise. Les moyens financiers, on les organise. Donc, quel que soit le bout par lequel vous prenez, et vous avez un système de décision. Décision sur les achats, décision sur le recrutement des hommes, décision sur les finances. Décision de production. Donc c'est là toutes les stratégies qui vont se décliner. Et donc en principe, dans une entreprise, on a des fonctions. On a des fonctions pour poser l'acte d'achat. On a des fonctions pour produire. On a des fonctions pour vendre. On a des fonctions pour recruter les gens. On a des fonctions pour s'occuper du financement. On a des fonctions de gestion de la logistique. À partir de ce moment-là, évidemment, vous avez en principe un organigramme. En principe, directeur général ou président-directeur général, et puis directeur administratif et financier. On a directeur marketing. Dans certains cas, on a directeur financier. Pour ne pas avoir directeur administratif et financier, il y a un directeur d'exploitation, on peut avoir des organisations géographiques. Nous sommes installés à l'échelon national, directeur de la région de Saint-Louis, directeur de la région de Casamance, donc vous voyez. Mais en principe, quand vous êtes en petite entreprise, vous ne pouvez pas avoir le luxe d'avoir un organigramme très élaboré. Donc il vous faut savoir un peu de tout pour être le stratège, pour être l'ouvrier quand parfois il faut monter les machines, pour être le bon acheteur. N'oubliez pas qu'en entreprise, là encore la règle s'applique. Le premier argent gagné, c'est celui qu'on n'a pas dépensé. Quand on est petit, on achète toujours très cher. Donc vous avez intérêt à mutualiser. Nous l'avons fait dans le cadre d'un projet de la Banque islamique de développement qui avait un programme de lutte contre la pauvreté. Programme de lutte contre la pauvreté, c'est essentiellement fonction agricole, fonction élevage. Et comme il était question d'avoir un résultat optimal, par exemple dans le domaine de l'élevage, on a fait des enquêtes, les gens qui sont dans le domaine de l'élevage. Combien coûte si vous voulez faire de l'embouche pour la viande? En principe, vous achetez un bœuf ou une vache. À quel prix vous l'achetez? Combien? Ça dépend de quoi? Vous avez un chiffre? Combien? 225 000. Vous l'achetez où? Au Daral. Au Daral de Bambey. Est-ce que le Daral de Bambey, c'est le meilleur endroit pour acheter? Est-ce que si on va à Dara, on n'a pas de chance de trouver un meilleur prix? Allô? C'est plus loin. Maintenant, ceux qui ont l'expérience, en général, quand vous achetez à Dara, vous voulez le faire livrer à Bambey, comment vous faites? Louer un camion, ça c'est le moyen le plus cher. Oui, bonjour. Il y a des nomades, c'est des peuls en fait qui peuvent le ramener. Tu les payes et... En général, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Le type, il y a plusieurs gens qui achètent, qui lui confient. Lui, il va marcher pendant une semaine, pendant 3 jours, et il vient vous livrer votre troupeau. Évidemment, le troupeau est assez amoché, il a faim, il est fatigué, et il y a des inconvénients. Mais enfin, comme vous n'avez pas les moyens, vous êtes obligé d'accepter ça. Donc 225 000, qui dit mieux là? Qui peut trouver, vous là?
Vous êtes Peul? Non. Ah bon, allez-y, on va voir ce que vous nous allez nous apporter. Bon, pour acheter à moins de 225 000, il faut savoir quand acheter. Quand acheter, ça veut dire quoi? Par exemple, juste à la fin de la fête de Tabaski. Jigéen ñi ñoo xam xaalis. Ayyo lay dañ lay fekk ngay bëgg a dee veillu Tabaski soxla xaalis. Vous allez proposer quoi, madame? Oui, après la fête de la Tabaski, il y aura des vaches qui vont rester. Vous allez là-bas, ils vont réduire les prix parce qu'ils ne vont pas... Ils ne vont D'accord. pas, Disons, là vous dites après la Tabaski. Moi je pensais que vous disiez avant la Tabaski, les gens ont besoin d'argent. Est-ce qu'il y a une autre période? Oui, allez-y. Après la Tabaski, si vous achetez ça, vous allez... Mais en général, la Tabaski, on n'achète pas des bœufs. Il y a très peu de gens qui achètent des bœufs. Il y a peut-être des gens qui achètent pour offrir. Hein? Bon, maintenant, ce n'est pas la période d'achat des bœufs ou des vaches. Oui. Un instant, oui, mais je veux dire... Mais si vous partez dans les après la Tabaski, il y aura toujours des vaches. C'est Oui, pas d'accord. Mais il y a des vaches. Oui, d'accord, On peut mais... acheter à moins cher là-bas et on peut les garder. Après quelques temps, on peut vendre. D'accord. Ouais. Je vais donner la parole à monsieur. Bonjour à tout le monde. Comme elle l'a si bien dit tout à l'heure, il faut attendre certaines périodes. Par exemple, la saison sèche. Il n'y a pas beaucoup d'herbes. Voilà un bon juif là. Il sait que quand c'est la saison sèche, il n'y a pas beaucoup d'herbes. Oui, Et c'est à peu près la période de soudure. Hein? oui. Donc, mois d'avril, mai, juin, on commence à tirer les choses. Hein? On est sorti de la campagne arachidière. Décembre, bon, disons novembre, décembre, janvier, février, khalis commence à ñak. Taw amatul, ñax amatul. Voilà un tueur d'éleveur. Hein? Moi, je suis éleveur. Hein? Vous êtes éleveur. Oui. Et donc, à cette période-là, vous pouvez nous vendre une vache ou un bœuf. À quel prix à peu près? Non, moi, à cette période-là, je ne vends pas, j'achète. À cette période? Oui. D'accord. Vous êtes pire qu'un juif alors. Hein? Donc vous achetez, et vous achetez à combien? Bon, on peut acheter à 75 000, voire 70 000. Vous voyez, 75 000, 70 000. Hein, comment? Mais monsieur, il faut que j'ajoute quelque chose. Si vous achetez ça à 60 000, peut-être voire 70 000, il faut voir un vétérinaire. Il pourra vous aider, peut-être, il pourra vous indiquer. D'accord. Vous achetez par exemple, vous pouvez traiter le troupeau. Et aussi vous pouvez D'accord. acheter, Donc vous êtes en train de nous dire à 60 ou 70, quand même la bête est dans un piteux état. oui, Et il faudra un accompagnement par un vétérinaire pour retaper. oui. Hein? Donc, en ce moment-là, bon, vous voyez quand même, acheter à 225 et acheter à 70, 75, il y a une différence énorme. Si vous gagnez cette différence-là à l'achat, il nous dit, attention, vous devez faire un effort supplémentaire dans la prise en charge du bétail. J'ai vu des gens qui font pire que ça. Ils vont à la frontière avec la Mauritanie. Quand il y a la sécheresse, vous voyez déjà tous les chameaux mauritaniens aujourd'hui sont au Sénégal. Alors, qu'en est-il des vaches et des moutons et des bœufs? Donc, à la limite, vous avez des bœufs qui ne peuvent même plus bouger de là où ils sont. Tellement ils sont malnutris, tellement ils ont faim. Vous avez des gens qui partent avec des médecins vétérinaires. Donc, en principe, le bœuf est tellement faible que quand vous lui donnez de la paille, le bœuf ne mange pas. Donc, ils prennent du son de riz avec quelques éléments nutritionnels qu'ils ajoutent et on lui fait boire. Et on retape. Il y a tout un accompagnement sur le plan thérapeutique. C'est quand les bœufs peuvent tenir debout, qu'on les a ressourcés, qu'on prend des camions, qu'on les amène. Mais là, ils les achètent autour de 40 000, 50 000. Monsieur Tal, Oui, j'ai deux interventions en ligne. oui, Il y a Monsieur Basile Guissé qui donne son avis par rapport à cette question. très bien. Il dit que
Attends, je vais voir. Il dit qu'il faut acheter les bœufs durant les périodes de soudure où les animaux sont rachetés. Très bien, nous sommes du même avis. Et puis les prix vont baisser et il existe des méthodes zootechniques pour faire gagner les animaux en poids plus rapidement. Monsieur Guisset, vous avez des clients ici. Est-ce que vous pouvez leur donner après votre contact pour les aider justement sur ces méthodes zootechniques? D'accord, il vous entend, il va peut-être tarder. D'accord, il mettra pour ses amis et futurs clients ses coordonnées et contacts. Ils ne sont pas très riches, hein, il ne faut pas leur faire payer cher. Hein. Et certains sont même très avares parce qu'il y a des serrères parmi eux. D'accord. Et sinon, il y a une question oui. De M. Hyacinthe Diatta qui demande, il veut connaître c'est quoi la différence entre l'objet, le service et le produit du projet. L'objet, le service et le produit. Service-produit, c'est ce qu'on vend. L'objet, c'est ce que fait le projet. Maintenant, le produit, c'est quelque chose d'intrinsèque. C'est-à-dire que quand les hommes de marketing parlent de produit, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, on rejoint ce que les juristes appellent le bien palpable. Parce que les juristes, comme ils sont très compliqués, donc ils vous définissent dans un bien. D'abord, il y a un bien palpable. Il y a un bien consommable. Mais il y a un bien, quand on le consomme sur la durée. Une chaise, vous la consommez sur une durée. Mais un céréale et une banane, c'est tout de suite. Donc, c'est la fin de la vie du produit. Donc, il y a des produits qui n'ont qu'une vie, ils n'ont pas une longue vie. Donc, à la limite, c'est la durée de consommation ou la durée de vie. Alors, de fait, donc, la relation commerciale tient compte du fait est-ce qu'il y a transmission d'un objet. Vous m'avez donné votre argent, je vous ai transmis un objet. Vous voulez acheter un réfrigérateur, vous venez chez moi. Vous me dites, c'est celui-là qu'il me faut. Je vous dis, je le vends à tel. Vous dites, écoutez, j'ai été quelque part, ils sont prêts à me faire une remise. D'accord, je vous fais une remise de ceci. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Je dis, écoutez, est-ce que vous pouvez me faire une bonne garantie? La garantie dure combien de temps? Donc, à la limite, je vous donne un produit, mais je l'accompagne d'un service. Si demain, l'appareil ne marche plus, vous pouvez le ramener et avoir droit à un service après-vente. Si c'est pendant la période de garantie, vous ne payez pas la main-d'œuvre, il y a peut-être des pièces défectueuses que vous devez acheter. Donc la notion de produit, elle se limite à l'élément palpable. L'élément service est souvent immatériel. Mais ce n'est pas pour autant que l'élément service est négligeable. Plus on s'élève dans la hiérarchie des produits d'ailleurs, plus on s'élève dans la pyramide de Maslow, on s'éloigne des besoins primaires. Quand on va vers des besoins qui vont vers l'estime, la qualité de service est assez importante. Donc, vous vous attendez, quand vous vous présentez dans le magasin, à être reconnu. Monsieur Diop, vous n'êtes pas avec votre petit enfant? Il est à l'école? Ah, très bien. Ah, il est tellement gentil. C'est une peste, mais elle va dire, il est tellement gentil. Hein? Donc, il y a ce qu'on appelle le B2B, la relation de service. Les gens n'achètent pas l'élément produit, l'élément palpable. Quand ils viennent acheter, ils veulent aussi la reconnaissance de leur statut. Ils viennent acheter un standing, un statut. C'est pourquoi ils acceptent de payer un plus, même s'il n'y a pas un plus qualité. Il y a ce que les hommes de marketing appellent la différenciation. La différenciation, c'est en fait créer dans un produit, dans une stratégie marketing, un segment où la fonction ne change pas. Mais c'est essentiellement un élément de détail. Dans le domaine des voitures, par exemple, il y a l'option de base.
il y a des variantes. Hein? Quand vous avez juste de quoi acheter votre première voiture, bon, simili-cuir, ça ne vous rebute pas. Bon, maintenant, presque toutes les voitures sont faites climatisées. En principe, c'est une fonction de base. Bon, vous voulez avoir un téléviseur là-dedans, vous voulez avoir un réfrigérateur là-dedans, vous voulez avoir un bureau là-dedans. Donc, il y a en fait, les gens ne se positionnent pas de la même façon. Mais il arrive que dans l'option de base, on vous ajoute, par exemple, au niveau des portières, un petit talus qui fait briller. C'est du clinquant, ça ne change rien dans la fonction de la voiture, hein, mais vous êtes prêt à payer plus. Donc, quand l'élément de différenciation est un élément simplement qui ne vient pas ajouter, je prends une chemise, coton, je la fais, je sors, elle n'a pas de marque. Je mets sur cette chemise Hugo Boss, est-ce que ça va coûter le même prix? Rien n'a changé dans la chemise. Mais il y a un élément de différenciation qui fait que certains l'achèteront et d'autres n'auront même pas les moyens de l'acheter. Donc je crois qu'il est fondamental de comprendre que la relation de produit intrinsèque existe difficilement. En général, quand vous vendez un bien, même la dame qui vend dans un coin du tchaf, si elle n'est pas de bonne mine, si elle n'est pas agréable, si elle n'est pas propre, il y a quand même des choses qui risquent de vous rebuter. Donc la relation commerciale, elle est nécessairement faite de qualité. Donc au-delà du bien qu'on livre, il y a aussi un service qui accompagne. Est-ce que ça satisfait la personne qui a posé la question? Merci, je pense bien oui. C'est parfait. Merci. OK. Une contribution? Oui, allez-y. Bon, je vous dis que l'élément de différenciation, c'est l'élément de positionnement pour les marques. Par exemple, si nous prenons l'exemple de Samsung, il crée différentes marques. Par exemple, il nous parle de positionnement, d'accord. Allez-y. Oui, si nous prenons par exemple Samsung, les marques Samsung, ils ont des gammes de produits. C'est-à-dire, ils ont des Galaxy S2, S3, S4, etc. Et aussi d'autres, comme par exemple les A10, les A20. Bon, si ils produisent par exemple A10, dans 1 an ou bien 6 mois, ils vont produire Mesdames, A20. s'il vous plaît. Oui, allez-y, Ils vont continue. produire A20. A20, c'est la fonction améliorée de A10 pour attirer... Mais il y a quelque chose qui change dans la fonction. Oui, par exemple, s'il y avait la caméra selfie 16 mégapixels, ils vont améliorer en 20 mégapixels, ainsi de suite. C'est-à-dire que ce serait une différenciation si, par exemple, on met de l'argenté pour les dames. Ça n'ajoute rien à la fonction. Un noir mat pour les hommes. Et si on fait payer ce plus, là, en ce moment-là, c'est une différence. Quand vous parlez de positionnement, vous êtes en train de nous dire que la réalité d'une chose n'est pas donc la chose. C'est très obscur, hein? D'accord. La perception d'une chose, c'est quoi? Dama defani woon. Aujourd'hui, je vous chose. Quel dentifrice utilisez-vous? Vous avez de belles dents. Quel dentifrice? Comment? OALP. Oral-B. Oral-B. D'accord. C'est la seule dentifrice, pas de dentifrice que vous utilisez. Mademoiselle Goé, quel dentifrice vous utilisez? Goé, hein? Elle a fait une pâte au Goé. Quelle pâte vous utilisez? Vous ne connaissez pas le nom? C'est grave ça, vous n'êtes pas fidèle en clientèle, hein? Excellence. Sans sodine. Sans sodine. Sans sodine, c'est quoi ça? C'est une pâte dentifrice plus développée. Non, pour monsieur de en haut, quoi, c'est ça? Non, ça dépend aussi pas mal des gencives qui sont sensibles. Gencives sensibles, dit. On est dans la délicatesse. Monsieur a des gencives sensibles. Sans sodine. Alors, qui d'autre?
Les marabouts, ils utilisent quoi? Cure-dent? Comment? Colgate. Il dit Colgate, d'accord. L'autre marabout, Serigne, quel dentifrice? Hein? Comment? Vous mélangez. Le marabout touche à tout. Oui? Fluocaril. C'est quoi ça, fluocaril? Ça me sert. Ça m'a l'air d'un nom barbare, ça. Hein? C'est quoi, fluocaril? Monsieur a les gencives sensibles. Fluocaril, pour vous, c'est quoi? En fait, ça aide à lutter contre les caries dentaires. Ah, la carie dentaire. Donc, vous mangez beaucoup de sucre et de bonbons quand vous étiez enfant. D'accord. Il y a des réminiscences. Donc, on dit carie. Ici, on nous a dit gencives sensibles. D'accord. Mais Colgate, c'est quoi? Hein? Ça peut apporter aussi au blanchiment de On dit dents blanches? Dents blanches. Oral-B, alors, c'est quoi? Madame Sen ou Mademoiselle Sen, c'est quoi? Tout à la fois. Oh là là! Oh là là! Qui d'autre? On a épuisé la panoplie? Dina? Dinacare. D-Y-N-A? R-E. Et ça, c'est quoi ça? C'est une pâte dentifrice. Et c'est quoi? Depuis bientôt 3 ans. D'accord. Et ça vous apporte quoi? Ça aide à soigner les gencives. Mhm. Donc, les dents qui sont sensibles. Donc, à peu près, on rejoint M. Diop, mais en plus de ça, ça protège les gencives. J'ai compris. Ça calme les crises d'asthme aussi en temps. Les crises d'asthme. Oh! Dinacare. Donc, on dit gencives et puis asthme. Hein? Hein? Ça calme les crises d'asthme. D'accord. Carbone. Hein? On va tout entendre là. Carbone. Carbone, c'est quoi? Vous prenez du charbon et vous faites passer sur vos dents, ou bien? Il y a une pâte qui s'appelle carbone. Et c'est quoi? C'est à base de charbon. Prenez le micro, s'il vous plaît. C'est à base de charbon. Oui. Et ça fait quoi? En fait, ça aide pour blanchir les dents. Pour blanchir les dents aussi. C'est à la mode. C'est à la mode. Oui. Chez qui? Un peu partout même. Quand vous allez chez une fille, pour aller chez une fille, vous lui dites quelle dentifrice? Si elle n'est pas à carbone, elle n'est pas dans le coup là. Non. Yeah? Médiane, c'est quoi? Mhm. Et très près, c'est quoi? Très près. Connaissez pas? Hein, Madame la Présidente, c'est votre dentifrice? Ah non. Hein? Signal. Signal, c'est quoi? C'est pour le renforcement de l'humain, de la gencive. Et il y a une panoplie de gammes. Vous choisissez laquelle pour blanche. Donc, gamme, quand on dit signal, il y a une largeur de gamme. Il y a un produit et une profondeur de gamme. Et on répond à plusieurs. Dents blanches, caries, haleine fraîche et tout ça. Bon. C'est ce qu'utilise Madame la Présidente. Donc, vous voyez que il y a un produit générique qui s'appelle dentifrice et il y a une façon de positionner. La position, le positionnement, ce n'est pas en fait spécifique au produit. C'est ce qu'on nous a mis dans la tête. Fluocaril. Les gens qui avaient créé ce laboratoire de fluocaril, pendant longtemps, et c'est la même chose pour Sensodine d'ailleurs, nous ont fait croire que il y a du fluor, ça protège les dents, et donc, a priori, le fait d'utiliser fluocaril pourrait
être un préventif contre la carie dentaire. On a des dents plus solides et c'est tellement vrai que Fliocaril et Sensodine, on nous a dit, si vous avez des gencives qui saignent au brossage, si vous avez des gencives qui sont d'une certaine délicatesse, prenez Sensodine. Mais dans les premières générations, Fliocaril et Sensodine étaient vendus exclusivement en pharmacie. Vous voyez l'impact du réseau de distribution. On nous a mis en tête que gencives sensibles, menace de carie, on ne vous vend pas une pâte dentifrice, on vous vend un médicament. Et un médicament, ça s'achète dans les pharmacies. Et en général, quand on fait la stratégie de communication, vous voyez un chirurgien dentiste dit, c'est ce que je recommande à mes clients. Donc, à la limite, tout cela ne peut ne pas être vrai. Fliocaril, par exemple, mais les gens ont fait une recherche pour dire, en général, on se brosse 1 à 3 minutes. Le contact du fluor avec la dent n'est pas suffisant pour constituer donc une protection qui va durer. Donc, en fait, ce que nous achetons là, protection de nos dents, n'existe pas. Pourtant, nous sommes convaincus parce que on nous l'a présenté. On nous a habitués à communiquer sur ce positionnement. On a cherché des prescripteurs qui sont des chirurgiens dentistes et qui nous ont dit, oui, c'est vrai. Mieux encore, nous allons en pharmacie pour l'acheter. Donc, vous voyez ce qu'est le positionnement. Le positionnement, en fait, confère à la réalité d'un produit une perception qui peut être différente de la réalité. Ça, c'est des choses que vous devez comprendre. Le monde d'aujourd'hui est fait comme ça. Le plus important, ce n'est pas ce qu'on est. Et les politiques l'utilisent. Le plus important, c'est ce qu'on croit qu'on est. Est-ce que vous saisissez là? Imaginez Barack Obama qui se réveille. Tous les matins, il y a 16 personnes. Cravate, couleur, chemise, tel costume, telle couleur. Vous devez être bien rasé, mal rasé, coiffé, même parfum, ceci et cela. Parce qu'on est dans un univers d'image maker. Ici, là, c'est le paraître qui fait la différence. Hein? Si bien que le président des États-Unis n'a pas le droit de dire, bon, aujourd'hui, j'ai envie de porter mes savates noires. Non. Vous êtes le bien de l'Amérique. Et il faut être conforme à l'image qu'on attend de vous. Donc, c'est tellement vrai que l'Amérique l'a utilisé. Ça, c'est des stratégies. Le management, c'est un art de guerre. À l'échelle des pays, eh bien, il y a des rapports dominants-dominés. Et les rapports dominants-dominés ne sont pas fondés sur la réalité. Les rapports dominants-dominés sont souvent fondés sur la perception de la réalité. L'Amérique fait un constat. L'industrie de guerre aux États-Unis ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Exporter. Où est-ce que vous allez exporter? Il n'y a pas de guerre. Il faut créer des guerres. L'Irak, on prend Saddam Hussein. Donc, c'est ce qui s'est passé. La première guerre, l'Amérique, Colin Powell, quand il est allé voir Mitterrand, qui lui a dit, nous nous opposons, l'Amérique vendait la guerre des hommes civilisés contre celui qui est en fait une menace pour l'équilibre mondial. Quand Mitterrand a refusé, les Américains ont fait faire des photos satellites d'usines de fabrication de produits pharmaceutiques. On dit que c'est des industries nucléaires. C'est sur la base de cette carte que Mitterrand a adhéré. Et donc, même nous, on a suivi, puisque le Sénégal aussi est allé dans la guerre des hommes justes. On n'a rien compris, on y va. Mais, ceux qui ont compris, c'est quand il s'est agi
de partager le butin de guerre. Les Américains avaient signé 80% des contrats de reconstruction du Koweït et d'occupation de l'Irak parce qu'il faut contrôler le marché du pétrole. Donc vous voyez que ce que je vous dis là, ce ne sont pas des recettes qu'on applique simplement à des produits. N'oubliez pas que le management, les meilleurs théoriciens du management sont des stratèges militaires. Et donc, de ce point de vue-là, la technique de perception, ce qui est le plus important, c'est en fait le paraître. Et dans certains mondes, dans certains métiers, c'est le paraître. Vous imaginez le festival de Cannes? C'est le paraître. Moi, je me suis retrouvé, je travaillais avec la famille Flynn, c'est un grand nom du cinéma américain. Et quand j'étais étudiant à San Diego, je m'occupais de leurs enfants parce que l'un des fils, Flynn, John, était marié à une Française et lui ne parlait pas français. Ils étaient divorcés et ses enfants vivaient dans la région d'Antibes. Quand les enfants venaient en vacances, John avait besoin de quelqu'un qui parle français et donc qui peut sortir ses enfants, les amener au manège, piscine, machin, ceci et cela. Et donc, une fois, il m'a fait inviter au Festival de Cannes. Mais j'ai découvert un monde. D'abord, la façon de s'habiller. Vous pensez que vous êtes dans la préhistoire. Il y a des chapeaux, il y a des machins, bon, j'y comprends rien du tout. Mais ensuite, c'est que les bars et cafés, les Flynn louent, par exemple, 10 cafés. Et avec des pisteurs, des éclaireurs. On est dans une civilisation du paraître. Comme disait, quand j'étais jeune, il y avait, je ne sais plus comment on l'appelait, ils vendaient des médicaments traditionnels en disant que bon, si vous achetez mon petit sachet, ça vous coûte 100 francs. Et vous n'aurez plus de dysenterie, vous n'aurez plus de mal de tête, vous n'aurez plus de ceci et cela. Alors, et il disait que il y avait juste en face de chez nous une clinique. Nga dem dugg ci docteur Bale ne ko sama bopp day metti mun la dénk ma sawtaat nga dénk ko sawtaat mu jël pingi jam ci nga ne ay te bu paree ne la fayal ku dem di joxe sa taat ñu la ciy jamal pingu ba paree fay amatoo ci sa taat yi lu la neex donc et donc en fait c'est cette image-là donc qu'il voulait véhiculer pour... Oui. Il est là, il est avec madame. Micro. Il est là. Ah, il est retourné chez moi. Bonjour tout le monde. J'aimerais savoir, à l'exemple de Samsudine et Fluocarine. Fluocarine, je crois, ok. La publicité qu'ils utilisent, c'est de véhiculer des messages ou bien de donner à leur profil des messages qui n'est pas vrai. Est-ce que ce n'est pas un délit de faire ce type de publicité ou bien le nom aussi, le fait de se donner un nom Fluocarine ou bien Samsudine, le fait d'entendre Samsudine, ça reflète quelque chose, si vous l'entendez, le client ou bien une tierce personne. Est-ce que aussi c'est pas un délit ou c'est pas interdit du côté de la société? Alors là, on entre dans un domaine très délicat. Est-ce qu'on est en publicité mensongère ou pas? Regardez Marlboro, maître du monde, un cow-boy sur son cheval qui tire sa taffe. Hein? On vous dit, on vous donne un espace, vous êtes sur un cheval. Hein? Vous êtes le maître du monde.
vous êtes en train de vous appauvrir pour dépenser votre argent, mais en plus, vous êtes en train de nuire à votre santé. Est-ce que cette publicité, elle est mensongère ou pas? Vous fumez, vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fume? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fume? Personne. Il se cache alors, ou bien? Madame Goye fume? Non, pas du tout. Ma fille ne fume pas. Ah, surtout pas. Alors, tu fréquentes des garçons qui fument? Quoi? Ah, pas donc, la publicité, est-ce qu'elle est mensongère? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand ça va au tribunal, les gens vous disent, le produit a une dimension fonctionnelle, mais il a une dimension périphérique, rêve. Hein? Quand vous offrez, vous n'êtes pas marié encore? Pas encore. Quand vous allez offrir un parfum, ce n'est pas Aaron, certainement. Hein? Et quand vous allez lui offrir un parfum, le nom, il sera évocateur, Diorissimo. Hein? Quelque chose comme ça, Amore. Hein? Mais est-ce que vous avez le droit? Là, maintenant, on est dans un domaine, vous avez raison. Quand vous entrez sans sodine, il y a quelque chose qui touche la sensibilité. Fluocaryle, vous avez quelque chose qui va dans le sens qui évoque au moins le fluor et la caryle. Est-ce que vous avez le droit? On a souvent eu des procès de cette nature-là. Et puis après, rien du tout, parce que les avocats de la défense, les avocats de l'accusation, chacun dit qu'on est dans son droit. Est-ce qu'on a le droit de vendre aux gens du rêve? Alors, je reviens donc à mon exemple. Oui, laissez-moi terminer et puis je prends vos questions. Et donc, le monsieur disait, sama garab bi ku ko jënd do am feebar do am ki. Et alors, il disait, mom de ñaar fukk lay jar. Yéen ak ma fi romb, il y avait un cinéma à côté, du dugg ci cinéma bi. Ay waa ji yéen a ñàkk bopp. Da ngeen may romb jël ñëw joxe seen ñaar fukk ci cinéma bi. Ñu jox leen ab ticket. Bu ngeen ñëwee ci bunt bi bala muy am njëriñ ñu dagg ko. Jël sa këyit xaalis jënde ko këyit bu nga xam dañ koy dagg. Nga ñëw toog nu fay lamp yi ndajam xoole la ku xef perte. Donc voilà cet univers-là, et c'est dans cet univers que justement Colin Powell a plongé Mitterrand pour le convaincre, et l'Amérique ne faisait pas une guerre pour lutter pour la civilisation, pour les hommes civilisés. Quelque part, ils traitaient les autres de croisés. Les guerres de croisade ont fait beaucoup de malheur en Europe. Ça veut dire que c'est les hommes qui sont installés dans les vraies valeurs, dans les valeurs qui grandissent l'homme, et d'autres qui s'opposent, mais ceux-là, il faut les traquer. Et résultat des courses, l'Amérique dit, je reconstruis le Koweït. L'Amérique dit, je contrôle le pétrole de l'Irak. L'Amérique dit, je reconstruis l'Irak. L'Amérique dit, attention, Arabie Saoudite, il y a des menaces. L'Amérique avait besoin d'expérimenter sur un champ réel ces missiles sol-air pour montrer à la Russie, attention, boy, malmen. Donc, et voilà, on a vendu des milliards, des centaines et des centaines de milliards. Le Koweït, machin, tout le monde. Et puis l'Amérique ne s'arrête pas là. Crée un foyer de guerre entre l'Iran et l'Irak. Et trouve le moyen de vendre des armes à celui-là et des armes à l'autre. C'est comme ça que ça se passe. Donc, vous auriez tort de penser que la vie, c'est un univers de gentillesse, un univers de bonheur, un univers où tout est transparent. Aujourd'hui, eh bien, on a tout intérêt à maquiller la réalité des choses de manière à ce que, justement, nous n'allions pas jusqu'au fond des choses. mag ñi de daan nañu bu daan takk jabar ah dajeeg moom ci mbedd mi baax na de
waaye dem fekk ko riyaayam ci biir waañ mi mu ñaq tooy xepp léeg-léeg poussière bi jóg foofu boo fa tànnee jabar xëy na doo jub waaye nu defar rek nga dajeeg moom naan mais gel bi su ma mbokk waalo waalo yi dañ la daan yónnee photo ni la diw day doomu diw et vous choisissez votre épouse sur la base de la photo. Dans certains cas, on a des femmes diminuées day yuut ak day def ak lu nekk nu fomp ko ba mu rafet fobeere ko maquillé ko yónnee la photo buñ la ko jébbalee nga ni du woon kii. C'est-à-dire que j'ai participé récemment à une étude. Donc, il y avait des étudiants qui veulent mettre en place un laboratoire de contrôle de la qualité des produits qui rentrent dans le pays. D'accord. Ils sont intéressés aux pâtes dentifrice. Mais ce qu'il faut comprendre avec les pâtes dentifrice, c'est-à-dire qu'en bas, il y a toujours un triangle. Donc, il peut être de couleur noire, rouge, bleu ou vert. Et les couleurs, ça parle. Par exemple, si vous avez une pâte dentifrice avec le triangle est noir, ça veut dire que vous êtes en présence d'un produit, non seulement le produit est chimique, mais c'est des produits de synthèse également. 100% produits de synthèse. Maintenant, si la couleur est rouge, c'est des produits chimiques, mais ce ne sont pas des produits de synthèse. Si la couleur est bleue, c'est-à-dire que vous avez une partie de produits chimiques, pas de synthèse, une partie de produits bio. Maintenant, si le triangle est vert, c'est 100% bio. D'accord. Vous voyez que nous ne savons même pas lire sur nos tubes dentifrice. Il y a des réalités cachées, rouge, bleu, vert, nous ne savons même pas. Parfois, on est des non-avertis. Hein? L'ignorance totale. Et donc, je crois que là, on vient d'apprendre quelque chose de merveilleux. Oui, monsieur Tanguy. Bonjour. En fait, je voulais juste contribuer par rapport à sa question. J'ai une fois suivi un documentaire. En fait, après cela, j'ai pu comprendre que c'est des experts, en fait, qui créent les noms des produits, qui également réalisent les publicités. Et ils sont conscients de cela. Par exemple, pour le fluo carré, ils te disent que le produit contient du fluor. Maintenant, et que le fluor, ça protège les dents, quelque chose comme ça. Maintenant, reste à voir. Est-ce que ça contient un taux de fluor capable de protéger les dents, ou bien est-ce que le temps nécessaire est là? Mais les informations qu'ils te donnent, c'est des informations réelles. Donc, tu ne peux pas les poursuivre jusqu'à avoir raison sur eux. Vous avez bien raison, mais c'est le métier de certains, quand même, de choisir des noms de produits ou des marques de produits qui ont une résonance chez le client. Et ça, c'est une pratique, donc, en principe commune, assez fréquente. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a maintenant des gens qui s'enferment dans des endroits. Il y a plusieurs spécialités, psychologues, sociologues, des techniciens du domaine, qui sont là en train de faire du brainstorming. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Hein? Lui donner un nom, parce qu'on suggère simplement. Le produit, quand vous allez... Et puis surtout, on a une distribution libre. Le produit est positionné sur un rayon. Vous n'avez plus un vendeur qui vient faire un argumentaire de vente, qui vous dit le produit, il est comme ceci, il a telle caractéristique. Il y a un dialogue sourd entre vous et le produit qui est en rayon. Le packaging, le nom, les couleurs, tout ça vont intervenir maintenant dans ce dialogue sourd. Et est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit? Il y a même plus grave, hein? Vous avez donc des techniques qui font passer, quand on fait passer 100 images, on introduit une image. Hein? On parle de publicité subliminale. Et parfois, ça crée chez vous. Hein? Il y a une image qui n'est pas saisie, mais qui passe dans le global. On ne s'arrête pas sur cette image, mais ça suscite en vous quelque part. Dans les pays de l'Est, à un certain moment, on a souvent utilisé pour manipuler les gens. Oui. Et nous, on parle de pâte dentifrice. Vous n'avez pas de pâte dentifrice, c'est du tout venant. Pourquoi vous intervenez dans notre débat? Hein?
produit les addiers, quoi. Il va donner le addir. Ou bien Il apporte les talibés. ce que les talibés lui apportent. Ah, très bien. D'accord, allez-y, Seri. En fait, c'est par rapport au système de publicité que l'on constate au produit. Donc, c'est que le constat qui est fait, c'est qu'il y a énormément d'hypocrisie et même de mensonges dans la publicité des produits. Pour en donner des exemples. Par exemple, à la télé, souvent on voit par exemple... S'il vous plaît. On voit par exemple un star ou un chanteur par exemple publier par exemple un lait local en disant que le lait a été traité à partir des vaches élevées à partir d'ici. Elle ne sait même pas que ce n'est pas vrai. Parce que le lait là c'est fait à base de poudre de lait importée. Donc ça c'est des publicités mensongères. Mais là c'est de la publicité mensongère. C'est de la publicité mensongère. Il y a énormément de produits qui sont de publicité faite pareil. C'est-à-dire quand il y a un mensonge, vous prêtez au produit une origine que le produit n'a pas. Là, en ce moment-là, on peut vous attaquer quand même. Hein. Voilà. C'est différent de la perception qu'on projette. Vous savez, en publicité, quand on s'adresse à des gens dans le domaine des produits primaires, il y a une image, il y a une accroche, une parole, et il y a un univers. Mais quand on s'élève dans la hiérarchie des produits, c'est le silence, c'est plus des images qu'on suscite. Donc à la limite, les techniques de communication sont ainsi faites. Maintenant, évidemment, ça ne laisse pas le terrain à donc des gens qui présentent aux gens une réalité contraire aux caractéristiques du produit. Là, il y a effectivement publicité mensongère. Voilà. Donc c'est ça que j'ai dit, quoi. Parce que la plupart des publicités, moi, que je vois, je constate un mensonge dans la publicité. Mais également hypocrisie aussi dans les publicités. Un exemple, ce que vous avez parlé tout à l'heure. Par exemple, tu fais ton produit, tu utilises un expert qui te dit que, voilà, par exemple, un pharmacien ou bien un médecin qui te dit que c'est ça que je conseille à mes patients. Donc lui, il fait croire aux consommateurs que, effectivement, ce produit-là a de telles propriétés. Étant donné que c'est un expert, quand les gens l'écoutent, ils ont confiance en lui. Si maintenant, lui, il donne à ses patients le conseil de prendre ce produit-là, en lui offrant des propriétés, le consommateur ne trouve pas ces propriétés-là dont ils le font apparaître dans le produit, évidemment. Donc c'est une publicité qui est un peu hypocrite, quoi. Dans le cas de Fluocaril, l'ordre des médecins de France, l'ordre des pharmaciens, ils ont attaqué le laboratoire et on l'a sorti du circuit des pharmacies. Donc, dans certains cas, il peut y avoir des conséquences légales. Hein? Excusez-moi. Du PSEJ me fait remarquer que certains d'entre vous viennent aux heures de cours demander les kits pédagogiques. Ils ne les donnent pas aux heures de cours. C'est après les heures de cours. D'accord? Ok. On peut poursuivre? C'est bon? Il y avait des questions? Non, ma question n'était pas terminée. Hein. Vous gardez mon micro trop longtemps. D'accord. Allez-y, une dernière question. On va... Vous avez tous les privilèges, vous êtes le grand marabout. Pourquoi j'ai amené tout ça, c'est d'abord pour revenir à la question de l'autre. Parce que c'est une question que je voulais poser, mais il l'a posée, mais peut-être d'une autre manière, quoi. C'est-à-dire dès l'instant que, par exemple, le consommateur constate que dans la publicité qu'on lui a donnée, il n'a pas trouvé effectivement les propriétés qu'on avait offertes au produit, est-ce qu'après il a droit à porter plainte contre le producteur, quoi? Je crois que c'est un domaine assez délicat, mais d'abord, la plupart du temps, c'est que nous n'estimons pas devoir porter plainte.
Prenez le domaine du téléphone. Toutes les promotions qu'on fait là, est-ce que vous vérifiez? On vous dit, vous avez tant de minutes. Prenez le soin de vérifier, vous allez vous rendre compte du fait que mais la promesse n'est pas tenue. Mais mieux encore, le secteur de la téléphonie est un secteur bizarre où on vous dit, vous achetez quelque chose. On vous dit promotion, vous avez acheté 300% de ce à quoi vous avez droit. Vous verrez un beau jour, on vous renvoie un message pour dire que votre bonus se termine demain. Vous avez déjà payé. Est-ce que vous n'êtes pas fondé à avoir porté plainte? Qui d'entre nous l'a fait? Donc je crois que si vous réfléchissez sur ces cas-là, vous avez un exemple où les promesses ne sont pas tenues. D'accord. Micro, s'il vous plaît, prenez le micro. Je disais qu'on n'a pas cette culture ou cette manie d'exiger qu'on nous rembourse ou qu'on nous dédommage pour un service mal accompli. Donc vous voyez, je crois que le cadre est posé. On ne peut évidemment pas l'épuiser ici, mais c'est des problèmes que vous avez bien raison de poser. Mais là aussi, on est dans un domaine assez glissant. Il y a du pour, il y a du contre. Donc il faudra que chacun d'entre nous apprécie. Monsieur Diop, oui. Bon, en d'autres termes, on peut faire alliance aux stratégies de marketing parce que si on donne un exemple, une entreprise qui s'est installée au Sénégal qu'on appelle Patisen, donc que vous tous vous connaissez. Donc à chaque fois au début on entendait magie, encore Djongé, encore Ami, Fatou, et à chaque fois ils changent de nom, mais les composants sont les mêmes. Donc est-ce que cela ne fait pas alliance aux stratégies de marketing pour vouloir au moins apporter à chaque fois quelque chose de nouveau pour attirer les gens? Bon, là je crois que vous êtes sur un autre domaine. Les noms utilisés par rapport à des produits qui ne changent pas. Hein? Donc, à la limite, vous nous dites la fonction n'a pas changé. C'est le nom, c'est la présentation, c'est peut-être des couleurs qui changent. Évidemment, vous avez dit quoi? Fatou? Adia? Bon, regardez tout ça, ça transpose dans l'univers. Donc, Adia, c'est quand même... la Adia, elle est respectée. Donc, c'est des process d'identification. Hein? Vous allez vous retrouver dans ce produit parce que vous dites Adia quand même. Déjà, le nom de Adia, c'est très évocateur. Il y a un respect. Hein? Adia, bon, en principe, awala bu fess place bi du am ñaarel. Adia. Hein? Donc, à la limite, il y a nécessairement dans le domaine de la communication, on vous vend un ménage épanoui. Hein? Là, on vous vend des cubes. Mais on est en train de vous transposer pour dire les cubes font les bonnes épouses qui ont droit au meilleur mari. Là aussi, on suggère, on suscite. Les tomates, c'est la même chose. Bon. Aujourd'hui, quand même, nous sommes assez avertis pour savoir que les cubes, pour la plupart, sont toxiques. Pour la plupart, peuvent avoir des conséquences secondaires insoupçonnées. Mais il suffit de voir aussi qu'il y a des milliards. Nous, il y a 20 ans, on a fait pour un grand nombre de ces cubes-là une évaluation du marché. Il y a 20 ans, c'était 9 milliards par an. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on a dépassé de loin ce chiffre-là. Quand des gens se bagarrent pour occuper un tel marché, vous comprenez que pratiquement tous les moyens soient permis, à la limite de la légalité. Et donc, je crois qu'à ce niveau-là aussi, il est important, je crois, d'être averti.
de ne pas consommer du tout venant, de temps en temps, d'être quand même chose. Vous avez, dans certaines familles, les gens sont suffisamment avertis, ils n'utilisent pas de cube, mais la bonne prend son argent, achète des cubes, et à l'insu de ses employeurs, pour donner une certaine tonalité. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Souvent, il y a un problème de cette nature-là. Il ne suffit pas de dire à la bonne, ce me kerken nous fait adja pour que ce soit le cas.